Bonjour, je m'appelle Gilles Vignon. J'ai proposé le dispositif Capline il y a à peu près 2 ans avec un seul objectif, appuyer les professionnels de santé de premier recours, et notamment les professionnels libéraux, sur Mayotte. Et bon, après, un deuxième objectif qui est de favoriser la coordination, le lien entre les différents acteurs de l'offre de soins sur Mayotte. Donc nous intervenons de plusieurs manières, ce sont des formations, nous accompagnons les acteurs sur des projets, sur des installations. Et puis également, nous travaillons sur le partage d'informations, parce que comment vouloir coopérer ou travailler en réseau si les acteurs ne se connaissent pas. Donc c'est vraiment l'objet de notre réunion aujourd'hui. Le but, c'est de mieux connaître les différents acteurs de l'offre de soins. Aujourd'hui, donc, nous avons invité Nassourdine Ali. Pourquoi? Parce que Nassourdine Ali est infirmier de pratique avancée et de surcroît libéral. C'est un nouveau métier qui apparaît dans le système de santé. Il n'est pas forcément encore connu et je trouvais intéressant qu'on ait un échange pour savoir comment on devient IPA, qu'est-ce que fait l'infirmier de pratique avancée, comment est-ce qu'il travaille avec les autres. C'est vraiment la focale qui nous intéressait sur cet échange. Pour commencer, simplement peut-être de te présenter et puis voilà, de présenter, de dire comment, peut-être avant d'être IPA, qu'est-ce que tu faisais? Quelle est l'étape avant d'être IPA? Oui, merci à vous, merci à la Capline de m'inviter. Donc, je vois ces visios qui ont lieu les jeudis, donc je fais partie des personnes qui justement m'imprègnent de ces informations qui sont assez importantes dans le travail en libéral. Moi, c'est Nassourdine Ali, je suis infirmier en pratique avancée, diplômé en 2021. Je fais partie de la première promotion, mais hélas, avec le Covid-19, j'ai été diplômé que depuis 2021. Avant d'être IPA, j'étais infirmier d'abord, diplômé d'État. J'ai été formé, on va dire, dans 2 instituts de formation. 2 ans à l'Institut de formation en soins infirmiers de Soissons en métropole. Et après mon passage en 3e année pour des problématiques familiaux, j'ai été contraint de venir sur le territoire, dont j'ai fini ma formation en 2008, dont j'ai été diplômé. Par la suite, j'ai très vite intégré la vie active, donc envoyé mon CV au centre hospitalier de Mayotte, dont j'ai été retenu. J'ai intégré au début un service de bronchiolite, parce que ça tombait à pic, c'était en novembre 2008, donc il y avait un besoin croissant de main-d'œuvre, donc on a été orienté, en sachant que j'ai postulé pour intégrer le service de réanimation polyvalente. J'ai été, par la suite, j'ai passé par le service bronchiolite. Et donc, pour moi, ça a été une révélation, surtout le travail auprès des enfants. Donc, ça m'a amené ensuite de continuer en pédiatrie. Donc, j'ai travaillé pendant un certain temps. Et par la suite, j'ai intégré le service de réanimation de l'hôpital. Donc, où là aussi, j'ai passé 1 an. Après ces 2 années à l'hôpital, je suis parti sur une proposition qui était, on va dire, un peu alléchante au conseil départemental pour être fait en fonction d'infirmiers puériculteurs. Donc, que j'ai accepté, dont je suis resté de 2010 à 2021. En sachant qu'entre 2018 et 2021, je suis parti en formation. Donc, j'ai intégré la faculté de médecine de Rennes 1, parce que pour faire la formation de pratique avancée infirmier, ça se passe en faculté de médecine. Donc, les facultés de médecine qui ont le label et l'autorisation d'organiser la formation. Donc, moi, j'ai intégré la promotion de l'Université de Rennes 1. Juste un petit rétropédalage. En fait, il faut savoir que moi, mon expérience en pédiatrie en particulier et aussi en réanimation, ça a été des expériences riches en travail, parce que le jour où j'ai quitté le service de pédiatrie, j'ai dû avoir un standing ovation de la part des parents, chose que je ne m'attendais pas du tout, parce que ce n'était pas forcément mon but. Mon but de devenir soignant, c'était avant tout de pouvoir mettre mes compétences au service de ceux qui sont en besoin de soins. Et donc, ça m'a marqué, ça a quelque part, on va dire, animé ma volonté d'être soignant. Et c'est
Donc j'ai continué en réa polyvalent. L'avantage de la réanimation, c'est que je pouvais aussi continuer à travailler avec les enfants. Donc, et ensuite j'ai travaillé, je suis parti tout naturellement à la PMI, toujours auprès des enfants. Et c'est vrai qu'en 2018, j'étais dans un tournant de ma vie. Au bout de plus de 10 ans de travail, je pense que la PMI, j'ai fait le tour. On a fait beaucoup de projets et j'ai voulu par la suite donner un élan à ma carrière professionnelle. J'avais deux choix, c'était soit de continuer dans les soins, soit de quitter le monde de la santé pour partir dans le monde entrepreneurial, parce que au fond de moi, j'ai quand même une esprit entrepreneurial, quelque part que j'ai hérité aussi de mon père, qui est chef d'entreprise, qui était d'ailleurs. Et donc, quelque part, j'ai un peu hérité ce soif d'entreprendre. Et donc, dans ce tournant-là, on attendait la sortie du décret de la formation en pratique avancée qui est arrivée dans la foulée en juillet 2018. Donc, quand j'ai vu cette annonce, j'ai revu ma décision, j'ai monté un dossier et je me suis renseigné parce que la personne m'a informé qu'au courant du septembre, il allait y avoir des formations qui devaient être organisées dans la foulée. Et je me suis renseigné, effectivement, donc je suis tombé sur la faculté de médecine de Rennes 1, qui était candidat à l'organisation de ces formations. J'ai écrit mon projet, mon souhait, parce que quelque part, en fait, mon parcours, je dirais que j'étais un peu en partie, un peu en pratique avancée, dans le sens où on travaille surtout en réa polyvalent et en PMI. On a beaucoup travaillé sur des protocoles où on avait beaucoup d'autonomie de gestion de soins. Et donc, du coup, ce travail en autonomie et en délégation de tâches, on va dire, médicaux, m'a tout naturellement amené à m'orienter vers la pratique avancée. Et donc, j'ai été accepté, j'ai présenté mon projet. Surtout, mon projet, c'était de, par la suite, venir m'installer en libéral à Mayotte. Donc, mon projet a été accepté. Donc, j'ai intégré la formation en septembre 2018. Okay. Donc, j'ai été diplômé. J'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que si les autres souhaitent poser des questions, participer à l'échange, hein, c'est volontiers. Alors du coup, je reviens un petit peu sur cette. Donc, vous disiez, je voulais être entreprenant et en même temps rester dans la santé, mais en tant qu'infirmier, vous auriez eu la possibilité de vous installer aussi en libéral. Donc, pourquoi est-ce que vous avez plutôt choisi, parce que c'est par rapport à un enjeu d'autonomie, ou pourquoi est-ce que... Non, en fait, IPA, parce que, vous savez, il y a un rapport qui était sorti, je crois en 2010, si je ne me trompe pas, à l'époque de la ministre de la Santé Roselyne Bachelot, où on a, dans le rapport, il démontrait qu'il y avait une nécessité d'avoir un professionnel intermédiaire entre médecins et les auxiliaires médicaux, y compris les infirmiers. Et donc, dans ce rapport-là, il était question de lui déléguer un certain nombre de tâches médicaux. Et de par mon expérience en réanimation, c'est-à-dire que nous, sous protocole bien sûr, sous la responsabilité du médecin réanimateur chef du service, donc on avait beaucoup de protocoles qui nous permettaient d'être en autonomie et d'anticiper et de gérer, ou en tout cas anticiper la gestion du certain nombre de situations d'urgence en attendant l'arrivée du réanimateur qui faisait gagner du temps. Donc cette expérience-là, et puis aussi à la PMI, nous on était sous protocole de coopération déjà. On était parmi les premiers en France à avoir la validation du protocole de coopération en vaccination. Donc voilà. Donc cette expérience-là, l'envie de pouvoir faire autre chose dans la santé, parce que j'avais aussi envie. Vous savez, j'étais fonctionnaire avant tout. Et c'est vrai que dans le fonctionnariat, ça fonctionne différemment. Donc nous avons des directions, nous mettons des projets ensemble, et au bout d'un certain temps, la direction change, on change de projet. Et moi, la vie de pouvoir entreprendre aussi, c'est que pas ça a réconforté mes choix parce que je restais dans la santé, c'était de pouvoir, de ma manière, impacter la santé, mais voilà, tout en restant un peu... Pour la continuité que voilà, vous vouliez, quoi, pour vous impose pas des allers-retours. Tout à fait, oui. C'était Ok, peut-être, justement, vous avez parlé un peu de la formation. Est-ce que vous pourriez, pour ceux, s'il y a des infirmiers qui souhaiteraient prendre cette formation, c'est quoi un petit peu la maquette de formation? Donc c'est en études, c'est dans l'université de médecine, j'ai compris. Vous avez parlé de stage, qu'est-ce qu'il faut
quelles sont les exigences en termes de stage, c'est quoi la durée, enfin, c'est quoi un peu le contenu et les contraintes de cette formation? En fait, je ne sais pas, peut-être avant de répondre à cette question, si ça ne vous dérange pas, de présenter un peu la pratique avancée. Ses origines, je pense que c'est quand même important d'aussi de savoir ce métier, pourquoi on en est arrivé un peu à la situation. Après, j'en parlerai. En fait, la pratique avancée infirmière, hein, c'est un métier qui a fait son apparition depuis le 19e siècle. Et ce n'est que dans les années 60 aux États-Unis qu'on a parlé du concept dit de APN, Advanced Practice Nurse, qui est l'équivalence en traduction littérale en français d'infirmier en pratique avancée. Donc, le métier est apparu dans un contexte de pénurie de médecins aux États-Unis dans les années 60 et de l'augmentation de l'accroissement des besoins en soins. Donc, c'est dans ce contexte-là, et une chose assez particulière, ce métier-là a été inventé par des infirmiers qui ont inventé ce métier pour répondre aux besoins croissants et de besoins de santé de la population américaine. Et c'est là que la pratique avancée est arrivée, avec une exigence de formation qui est des niveaux master qui peut aller jusqu'au doctorat en soins infirmiers. Et ensuite, le métier s'est développé dans le monde en s'adaptant aux différents contextes, on va dire, de santé, aux besoins des différents systèmes de santé. Et c'est là aussi les particularités de ce métier-là, c'est qu'il est capable de répondre à des besoins selon les géographies, les contextes donnés de différents horizons. C'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes développements de la pratique avancée d'une manière globale qu'on peut retrouver par exemple aux États-Unis ou en Amérique du Nord comme au Canada ou dans un certain nombre de pays européens. Donc on a des variantes, même si le corps est le même. Voilà. Donc en France, ce n'est qu'en 2016, avec la loi du 26 janvier 2016, dite la loi de modernisation du système de santé, qui va acter la création de la pratique avancée en France. La France a fait un choix d'ouvrir la pratique avancée aux auxiliaires médicaux. Elle est ouverte aux infirmiers, mais pas que. En fait, il faut savoir que les autres auxiliaires médicaux peuvent prétendre la pratique avancée. Donc ça, c'est la France qui inclut dans son modèle de mise en place de la pratique avancée. Et donc, ces personnes-là sont amenées à travailler dans des équipes de soins primaires ou dans des établissements de santé ou médico-sociaux ou à travailler avec des spécialistes, avec une obligation de diplôme et une durée en fait minimale de travail en amont qui s'impose aux professionnels. C'est quand 3 ans. 3 ans. Voilà, il y a une obligation de 3 ans d'ancienneté d'exercice de son métier et avant de pouvoir exercer avec le diplôme qui, en France, c'est un grade master qui se passe à l'université. Est-ce que vous pouvez juste dire qui sont les autres auxiliaires médicaux? C'est-à-dire que c'est ouvert aux kinés, aux podologues, à bien d'autres, aux radio, manip radio, etc. Est-ce que du coup, ces auxiliaires médicaux, ils se forment pour la pratique avancée ou c'est que les infirmiers? Parce qu'on attend beaucoup d'infirmiers, mais pas les... Oui, en fait, on attend beaucoup les infirmiers parce que je pense que c'est la profession qui était prête à faire ce pas, en fait. Mais les autres corps de métier commencent à arriver. C'est-à-dire que là... Un kiné qui voudrait devenir voilà. pratique avancée peut actuellement, non, parce que en fait, les textes ont encadré la profession pour laisser les autres professions émerger en créant leur propre modèle de pratique avancée. Voilà. De pratique avancée, voilà, etc. Voilà, c'est ça. C'est qu'on est en train de s'acheminer au fur et à mesure. Donc, ces modèles-là sont déjà, avec un certain nombre de syndicats, je pense que dans les coulisses, en train de se travailler, je pense, dans les années à venir, on ne sait pas combien de temps, mais probablement on n'entendra pas. Et notamment, il y a un élément important, c'est qu'il y a la loi qui est sortie récemment, là, au mois de mars, qui est dit, le décret de... en fait, c'est une loi qui a été portée par le docteur Rist, qui est la loi de l'amélioration de l'accès aux soins. En fait, cette loi-là, elle est déterminante parce qu'elle amène quelque chose de nouveau dans la pratique avancée, c'est l'accès direct, et notamment qui, dans un certain nombre on va dire, de situations de soins, est ouvert aux kinés aussi, aux pharmaciens qui peuvent, dans un certain nombre de situations, avoir accès directement, sans passer par le médecin, et par la suite orienter, bien sûr, vers le médecin. Le sage-femme, lui, c'est un métier différent, c'est un métier médical, donc il est un peu différent. Du coup, justement, j'avais demandé comment est-ce que vous faites pour recruter vos patients? Comment est-ce que vous recrutez les patients? En fait, la loi de 2018
incluait ce qu'on appelle un protocole d'organisation qui est signé avec l'infirmier en pratique avancée et les médecins en question. Ça peut être plusieurs médecins ou un seul médecin ou un spécialiste. Et dans cette loi, dans ce protocole d'organisation, il était inclus que justement c'était aux médecins au départ d'orienter les patients. Mais en fait, au bout de quelques années, on s'est rendu compte que malheureusement, peu de médecins jouaient le jeu. Et donc, la loi RIST est venue justement ouvrir à ceux qui travaillent dans des MSP ou dans des structures de santé médicaux ou en soins primaires en collaboration avec des médecins, ou donc de pouvoir leur permettre avoir l'accès direct à un certain nombre de patients. Et notamment, ils vont avoir aussi la primo-prescription. Par contre, là, on attend les sorties du décret et des arrêtés d'application sur un certain nombre de situations où on pourrait les permettre de prescrire en première intention et par la suite orienter s'il y a besoin. Mais je reviens sur la question mais du coup, c'est quel type de patient qui va vous contacter en premier et puis, alors, du coup, j'ai une deuxième interrogation depuis longtemps, quand j'ai entendu parler d'infirmier pratique avancée. D'accord. Il y avait une notion il y avait un peu des spécialités, maladies chroniques, santé mentale, etc. Donc, du coup, comment est-ce que... Oui, en fait, la pratique avancée infirmière, actuellement, elle est orientée vraiment dans le suivi des patients maladies chroniques. Voilà. Même si c'est vrai qu'il y a eu une modification, puisque dans ce domaine, il y a une évolution assez fulgurante de la loi par rapport au contexte et aux situations. Il y a on va dire, un arrêté qui est sorti qui reconnaît la possibilité aux infirmiers en pratique avancée libéraux de pouvoir facturer des patients qui vont être orientés ponctuellement par le médecin par nécessité, qui ne rentrent pas dans les patients pathologies chroniques ou en cas de besoin de soins ponctuels par rapport au décret d'application qui élargit un certain nombre d'actes qui sont dévolus aux infirmiers en pratique avancée. Mais globalement, la loi, dans sa philosophie depuis 2010, elle reste la prise en charge des patients pathologies chroniques. Après, les spécialités, nous avons dedans, par exemple, ce qu'on appelle la pathologie chronique stabilisée, polypathologique en soins courants, qui est ma spécialité. Et vous avez ensuite une mention qui s'appelle mention urgence, qui a été une demande d'un certain nombre de médecins urgentistes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'hémato-oncocancérologie. Vous avez une spécialité psychiatrie et vous avez une spécialité, néphro et dialyse. Voilà. Actuellement, ce sont les mentions qui existent, même s'il y a d'autres mentions qui sont, encore une fois, dans les coulisses, parce qu'il y a un certain nombre de corps médicaux qui en demandent, parce qu'ils estiment que dans leur domaine, il y a un besoin de ce professionnel en particulier. Et ces mentions, il faut les conseiller de manière stricte. C'est-à-dire que si un infirmier, vous êtes spécialisé en néphro, par exemple, il ne va pas pouvoir prendre en charge des patients qui ne sont pas dans cette catégorie-là, où il y a quand même une souplesse entre les... C'est surtout la mention pathologie chronique qui est le plus ouvert. Parce que lui, il touche à diverses spécialités médicaux. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des pathologies, 9 pathologies dites emblématiques. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, le diabète. Vous avez des maladies neurologiques telles que l'Alzheimer, les épilepsies. Donc on touche la cardiologie, on touche différents. Et c'est ces infirmiers-là qui vont pouvoir toucher un certain nombre de patients. Par exemple, un patient diabétique, hypertension artérielle, qui est insuffisance rénale, va pouvoir être suivi par un IPA en mention PCS, tandis qu'en néphrodialyse aussi, ils vont pouvoir, des fois, des patients qui sont diabétiques. Mais il y a d'autres mentions, c'est beaucoup plus restreint. Ouais. Ça dépend de la mention. Alors, je reviens un peu sur un peu les différents parcours sur lesquels vous intervenez. C'est-à-dire, dans quel cas un patient peut se rendre directement à votre cabinet? Et puis, dans quel cas c'est le médecin qui vous envoie des patients? Est-ce que vous pouvez un peu distinguer ces deux situations? En fait, avant la loi de mars 2023, en fait, c'était aux médecins d'orienter. C'était aux médecins de faire l'évaluation, de dire que... Parce qu'il y a une notion qui s'appelle la notion de patient stabilisé. C'est-à-dire que c'est un patient qui, médicalement, n'a pas
voilà, il n'est pas instable, il peut être suivi régulièrement sans pour autant. Mais il faut savoir que dans le protocole d'organisation, il y a un élément qui est essentiel, c'est que les deux professions se mettent d'accord sur la manière de suivre le patient. Parce que le médecin, il reste maître, ce qui est le médecin traitant, c'est son patient, et que le médecin, il n'a pas de limitation. C'est-à-dire qu'il peut voir son patient à tout moment. Donc, c'est-à-dire que c'est une question d'organisation fonctionnelle, donc on se met d'accord sur la manière d'orienter. Mais en général, c'est-à-dire qu'on voit le patient une fois, le médecin le voit, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on se passe le relais, ainsi de suite. Ou, par exemple, le médecin voit un patient, il y a un besoin, et là, on verra quand on parlera des compétences des infirmiers en pratique avancée, le médecin va juger que ce patient-là, j'ai besoin que l'IPA le voit. Pourquoi? Parce que on est dans une situation dite complexe de prise en charge. Là, on va mêler un problème médical, plus ou moins stable, on va dire, avec un problème social, avec un problème d'adhésion thérapeutique, etc. Donc là, il va pouvoir orienter vers l'IPA qui va prendre le temps de mieux s'enseigner des informations, de mieux investiguer. Parce que si l'IPA arrive avec un temps un peu plus long dans ces consultations qui vont pouvoir permettre de récolter un certain nombre de données, de pouvoir par la suite en concertation avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste, pouvoir mieux, on va dire, orienter la prise en charge. En fait, ça c'est un travail de collaboration. Donc, et ça, c'est fondamental. De patient, du coup, il y a quand même en amont certaines catégories de patients que le médecin va orienter et pas d'autres. Mais bien sûr, c'est que même l'IPA, lui, dans sa formation, c'est que nous, on a été formés pour identifier les situations potentielles d'aggravation de la maladie. Ça fait partie de nos compétences et à partir de là, on sait aussi orienter, c'est-à-dire que donner la main au médecin aussi. Donc ça se fait dans les deux sens. Est-ce que vous pouvez raconter justement comment vous vous organisez avec le médecin généraliste avec lequel vous travaillez? Moi, je suis médecin généraliste, donc forcément, ça m'intéresse de savoir quelle est votre collaboration, comment vous vous organisez, et puis notamment comment vous discutez des patients quand ça ne va pas. C'est-à-dire que nous, dans notre protocole d'organisation, on a posé les choses, les types de patients, les modalités d'orientation. Enfin, vraiment, tout est écrit avec à la clé, vu qu'on est dans la collaboration, obligatoirement, c'est-à-dire la concertation. Et concertation, c'est-à-dire qu'on s'organise au moins une fois par mois. Mais en cas d'urgence, c'est que lui, il est joignable en permanence. C'est qu'on est vraiment, on communique en permanence. En cas d'urgence, il intervient. C'est-à-dire que, voilà. Maintenant, si il ne peut pas intervenir, moi, je peux orienter aux urgences en cas de nécessité. Voilà. Donc, il y a cette phase-là. Mais sinon, on partage, c'est-à-dire qu'on a des temps d'échange entre nous avec les patients qui vont poser problème, où il y a des éléments nouveaux, on va pouvoir échanger ensemble. Voilà. Mais pas qu'avec lui, des fois avec nos collègues infirmiers libéraux, parce qu'on a des collègues infirmiers libéraux qui sont avec nous, qui ont aussi une connaissance du patient qui n'est pas négligeable. C'est eux qui sont sur le terrain, qui voient mieux le patient. Moi, pour le moment, je n'interviens pas forcément sur le terrain, mais c'est pour ça que je m'appuie sur mes collègues aussi. Donc, c'est que il y a aussi un travail de concertation, de collaboration avec mes collègues infirmiers libéraux pour mieux cerner, parce que l'intérêt, c'est toujours le patient qu'on met en avant pour mieux le prendre en charge. Donc, on a ces temps d'échange qui nous permet de pouvoir s'orienter, mieux prendre des décisions adaptées par rapport aux situations. Et vous arrivez à faire un point collectif? Oui, on peut le faire à distance avec la technologie actuelle, ou on le fait des fois en présentiel. Mais ça existe en fait que vous mettez tous ensemble. Voilà, oui, ça c'est Traiter une situation particulière. c'est des éléments importants, oui. C'est-à-dire qu'on se concerte soit à distance avec les moyens technologiques actuellement, soit on peut se voir en temps d'échange, c'est-à-dire qu'entre midi et deux, il y a des moments où des fois on se voit et on peut profiter de cette occasion-là pour traiter un certain nombre de dossiers ensemble, qui posent problème, on va dire. Et sinon, ou des fois, j'ai des collègues infirmiers libéraux qui vont m'orienter un patient, qui par exemple est suivi par le médecin, mais qui constate que le patient il a été perdu de vue, il y a des errances médicales à Mayotte, malheureusement. Et donc, ils vont pouvoir l'orienter chez moi. Et par la suite, moi, je vais voir le patient. Je vais un peu débrousser les terrains, c'est-à-dire que je pourrais faire des analyses, demander des analyses complémentaires, des examens complémentaires. Je pourrais faire un examen clinique et étayer un peu la situation. Et si je vois que, on est dans des complications, là, je vais orienter directement vers le médecin. S'il y a eu urgence, je le contacte. L'avantage, c'est qu'on travaille sur le même logiciel aussi. Donc ça, c'était un choix de notre part, que lui, il ait les informations en temps réel aussi. Donc, ce qui permet de travailler à distance. Donc, on est sur le même logiciel. Il peut me prescrire s'il y a besoin. Parce que si ça dépasse mon champ,
Donc c'est dans ce champ de prescription, donc il va pouvoir me prescrire en urgence et je prends le relais par la suite, donc sur le temps. Et c'est l'avantage aussi. Ok. Donc en fait, ça crée une porte d'entrée, Voilà. une nouvelle porte d'entrée dans le parcours pour les patients. Voilà. Ça crée une Et porte peut-être plus d'entrée. accessible que le médecin traitant. S'il a beaucoup de... Voilà. C'est-à-dire que nos travails sont complémentaires. C'est vraiment un travail de collaboration et de complémentarité. Tout à fait. Et alors, vous parlez d'orientation. Mais du coup, est-ce que... donc, vous avez aussi pour mission, si un patient, un patient diabétique, vous voyez l'observance, est-ce qu'il a accès aux consultations, podologue, etc. Voilà. Vous intervenez aussi dans la mise dans l'orientation et le suivi du parcours du soin. Oui, c'est-à-dire que par rapport aux recommandations, on va dire, actuelles, on va dire, nous, on va s'occuper de s'assurer que... Mais voilà, comme vous le savez, le patient, il est au milieu, mais on est un certain nombre de professionnels autour. C'est-à-dire qu'il y a mon collègue infirmier libéraux, il y a le médecin, il y a moi. C'est-à-dire que chacun, il participe et chacun veille à ce que l'autre partie ait complété la tâche. Ce qui est que nous, on se complète mutuellement, que c'est une tâche qui est partagée. De coordonner, de s'assurer que le patient a vu l'ophtalmo, a fait sa consultation d'ophtalmologie annuelle, il a fait son ECG, voilà. Donc ça, on se concerte et on oriente. Là, par exemple, j'ai vu le patient aujourd'hui, je vois que au regard de son bilan actuel, il y a un anesthésiste qui voit un néphrologue, donc je vais pouvoir faire le courrier d'orientation, le donner au patient. Et là, par exemple, mes collègues, je les informe, mes collègues infirmiers libéraux, ils vont pouvoir aussi vérifier, s'assurer que le patient a bien pris son rendez-vous ou en cas de difficulté, l'aider. Ou des fois, ça peut être moi, ça peut être le médecin. En fait, c'est vraiment un travail partagé où on se concerte avec nos patients pour essayer d'améliorer, on va dire, l'observance et le suivi, en fait, d'une manière globale. Moi, j'ai une question, on est à Radia Bilang, faites de l'ETP, et quand on parle de maladie chronique, c'est vrai que la notion d'autonomiser le patient dans son parcours et de faire de l'ETP, ça vient tout de suite, quoi. C'est une idée qui vient tout de suite. Je voulais savoir si l'infirmier de pratique avancée, il avait des prérogatives, est-ce qu'il devait être nécessairement formé à l'ETP, enfin, quelle était la part de l'ETP dans son activité? L'ETP, ça dépend des universités, mais normalement, vu que en fait, l'infirmier en pratique avancée a 6 compétences qui régissent son métier. Et dans ces 6 compétences, vous avez une compétence qui s'appelle l'éducation. Et cette compétence-là va permettre à l'infirmier en pratique avancée de pouvoir mobiliser ses connaissances dans le domaine afin d'éduquer le patient. Mais quelquefois, on va dire, par un contexte donné ou par une situation donnée du patient, on peut être amené à orienter aussi vers le Radia Bilang parce que, voilà, par rapport au patient, ces situations, on oriente, voilà. Mais nous, ça peut nous arriver aussi de mettre en place des séances d'ETP aussi en équipe, c'est le nombre de patients qu'on a identifiés. Avec les collègues infirmiers libéraux, on peut mettre en place des séances. Mais déjà, nous travaillons dans le quotidien déjà pour éduquer nos patients. Pour revenir à l'application, vous avez vraiment du temps pour le faire, ça? C'est la question. Oui, vu qu'on est dans des consultations partagées, c'est que l'infirmier à pratique avancée n'intervient pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des messages, par exemple, nos collègues infirmiers libéraux vont pouvoir faire, même à l'âge d'être en cours, mais le médecin aussi va pouvoir passer un certain nombre de messages. Moi, par la suite, je vais faire un peu la somme pour vérifier un peu où ce qu'il en est. C'est-à-dire que nous avons des consultations qui font en moyenne 31 heures. Voilà. C'est des consultations quand même qui sont longues. 31 heures, tout dépend du contexte. 30 minutes à une heure. Voilà. Oui, donc voilà, 30 minutes, voilà. Où là, on va vraiment prendre le temps d'identifier les raisons. Par exemple, on a un patient, on voit bien que on suspecte probablement un problème d'observance et là, on va prendre le temps avec le patient de voir, d'identifier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est dû à des représentations? Parce que c'est souvent les raisons qui font que les patients, ou c'est dû à un effet secondaire, etc. Donc, vous voyez, donc on va essayer d'identifier le problème et ainsi de voir avec le patient complètement comment on fait. Après, on sait que, par exemple, s'il y a besoin, je sais que ici, on va beaucoup plus le temps de mieux l'accompagner sur un certain nombre de choses. Là, je ne vais pas hésiter à orienter le patient aussi. Parce que l'éducation du patient, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire d'une personne.
Vous voyez, il y a des contextes, il y a des situations qui vont être beaucoup plus favorables, etc. Donc, par exemple, le fait que le patient va se retrouver ici en groupe avec d'autres patients, nous on le fait occasionnellement, on ne le fait pas forcément en permanence. Donc tout ça, ça va jouer. Il y a une diététicienne qui est là. Donc voilà, on va selon la situation du patient, on peut être amené à orienter. Mais vraiment, on évalue la situation. Du coup, par rapport à l'éducation, justement, à Rivière, on le sait, pour faire l'OTP, il faut te former à l'ETP. Est-ce que du coup, ça fait partie du cursus de l'IPA ou il doit quand même se former à... Oui, les IPA, maintenant, c'est intégré dans leur formation. Il y a une formation, il y a une formation de TP qui est intégrée. C'est pas, en tout cas, la majorité des universités maintenant fonctionnent comme ça. Est-ce que les patients non assurés peuvent bénéficier de l'IPA? Non, justement, à Mayotte, dans le contexte de Mayotte, il faut savoir une chose, c'est que la majorité des patients chroniques, souvent, c'est des patients qui ne sont pas forcément assurés. Et ces patients-là sont suivis par l'hôpital, parce qu'il y a un budget qui est alloué via les dispensaires. Et justement, j'ai des collègues infirmiers particulièrement avancés qui exercent en dispensaire, qui participent aussi à la prise en charge. Parce qu'on est au total 6 infirmiers en pratique avancée à Mayotte. Est-ce que du coup, ça vous arrive de regarder aussi à l'hôpital? Typiquement, les patients qui ont des actes de séjour, ils sont en fin de droit et on se rend compte que ça va durer, c'est en train de durer. En attendant, on sait pertinemment que on va faire des renouvellements d'ordonnances, ils vont pas être honorés par les pharmacies. On va les orienter pour une fois, d'être suivis là-bas en attendant de régulariser la situation et par la suite on les reprend. Mais c'est pas si évident que ça. Des fois, il suffit qu'ils aillent là-bas, on voit que, non, vous êtes suivis en libéral, on les refoule, mais malheureusement, on ne prend pas compte de savoir que c'est parce que la situation ne le permet pas. Nous les consulter, naturellement, quand ils sont chez nous, on va pouvoir le faire. Le problème, c'est l'accès aux médicaments qui va poser problème par la suite. Parce que ça coûte une fortune. Voilà, ça coûte une fortune et c'est pas accessible à des gens qui sont pas forcément de ressources. Donc, c'est là qu'on les oriente des fois à l'hôpital pour ça. Il y a un autre sujet que j'aurais voulu vous demander, c'est sur les prescriptions. Vous avez dit que vous pouvez prescrire. C'est quoi un peu votre niveau d'autonomie de prescription? C'est-à-dire que l'IPA ne peut pas primo-prescrire. C'est-à-dire que l'initiation de traitement, c'est purement le médecin. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que quand la situation est au champ de mes compétences, là, je vais référer à mon médecin. Et donc, il faut un médecin qui initie le traitement. C'est par la suite que l'IPA peut renouveler. Voilà, on est dans des situations comme ça où nous, on renouvelle des ordonnances. On prescrit des examens complémentaires, voilà. Mais on n'initie pas forcément un traitement. Est-ce que, alors, sans initier un traitement, mais par exemple, quand il faut changer les molécules, est-ce que vous avez cette liberté de modifier un traitement? On peut adapter les dosages. Adapter les dosages. On peut adapter les dosages. On voit les recommandations. On sait que dans cette situation-là, il faudrait faire telle chose, mais on est obligé de s'il faut initier un traitement, on sait que de toute façon là, il faut revoir les traitements, mettre un autre médicament ou modifier. On oriente chez le médecin. Ça, c'est vraiment son job. Sur la partie importante, la facturation, comment ça se passe? Vous facturez directement vos actes à la CSSM? Oui, en fait, nous, les infirmiers en pratique avancée libéraux, nous avons des forfaits. D'accord. Voilà. Un patient, on peut le facturer maximum 4 fois à l'année. D'accord. Voilà, on ne peut pas le facturer plus. Donc, nous avons des forfaits, et ces forfaits-là, il y a un forfait dit d'initiation avec un codage qui permet de facturer la première consultation, et ensuite, il y a des forfaits de suivi qui sont présents. Après, il y a, avec ce qu'on disait, la nouvelle facturation qui est sortie, qui permet dans un contexte donné, parce que, en fait, les patients, les IPA qui ont la mention pathologie chronique stabilisée, eux, ils ont un éventail de patientèle. Je m'explique. Il y a la notion de pathologie chronique, d'accord, stabilisée. Il y a une notion qu'on appelle de polypathologie. Ça rentre dans les champs de compétences. C'est que là, on pourrait typiquement avoir un patient qui forcément ne rentre pas forcément dans son champ
des pathologies chroniques, mais qui rentrent dans le champ de la polypathologie. Donc l'IPA est habilité à le suivre. Et donc, il faut aussi savoir qu'il y a toute la notion de prévention aussi, qui rentre en jeu aussi. Oui. Donc il y a un tas de champs qui fait que ça ouvre le champ à un certain nombre de patients. Maintenant, il y a un élément fondamental qu'il faut rappeler. Souvent, on a entendu des collègues médecins dire qu'ils avaient peur parce que la notion de protocole d'organisation, et en disant que ils sont quelque part responsables. En fait, il faut savoir que la loi de janvier 2016, elle est catégorique à son article 4301-1 qui stipule clairement que le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable de ses actes qu'il réalise dans ce cadre. Donc l'IPA, en tant que professionnel, comme tout le monde, il est responsable de ses actes. C'est pour cela qu'il est formé pour reconnaître les limites de ses compétences, d'identifier des complications éventuelles d'une pathologie afin de pouvoir rapidement orienter. Donc il ne peut pas se substituer au médecin. Donc l'IPA, l'infirmier en pratique avancée, ne se substitue pas au médecin. Ils sont complémentaires. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation de collaboration, dans un but d'améliorer la prise en charge des patients, mais un IPA, il n'est pas formé comme un médecin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas remplacer. Vous avez parlé du coup de cette organisation vraiment du couple médecin-IPA. Ça veut bien dire que tous les IPA collaborent avec un médecin, ou est-ce qu'il y a des IPA qui sont entre guillemets seuls, en autonomie? Déjà, on a vu le contexte de l'apparition de la pratique avancée. C'est un métier qui a été imaginé dans le cadre d'un travail en collaboration. Donc, on ne peut pas l'imaginer ailleurs. C'est pas possible. Ou alors, là, il faut revoir le cadre réglementaire législatif, ce que, par exemple, au Canada, ils sont en train de faire. Ils ont été contraints, qui ont un champ élargi un peu d'autonomie, et ils ont été contraints de revoir la loi pour leur ouvrir beaucoup plus de champs de compétences. Mais à l'heure actuelle, en France, on n'est pas du tout dans ce cadre. On est vraiment dans cette relation. Voilà, on est encore dans ce... Voilà. Mais au Canada, après, il faut voir que eux, il y a eu un vécu derrière. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Voilà, c'est là qu'il y a des cliniques, même en premier recours, qui sont gérées par des IPA. Mais en France, on est au tout début, donc je pense qu'il faudra du temps. Peut-être ça viendra dans les années à venir. Mais on est encore là, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment dans un travail de collaboration étroite et ça peut pas être autrement. Et même, je pense à une autonomie pure et dure. Je pense que l'IPA sera embêté parce qu'un patient n'est pas si stable qu'on l'imagine. C'est pas si stable qu'on l'imagine. Dans mon expérience, ça fait plus d'1 an que je travaille là, parce qu'en permanence, les situations évoluent et que le médecin a toute sa place. C'est l'objectif, c'est pas de le remplacer. Voilà. Non, mais du coup, ce qu'on est en train de dire, ça fait penser un peu au système Azali, parce qu'il y a aussi Azali avec les infirmiers aussi PA, et infirmiers du coup. Oui, Azali. Les médecins, ils sont là justement pour travailler avec les médecins. Les infirmiers Azali, c'est différent des NIPA. Eux, ils ont en fait des protocoles dits de prévention, dans le champ de la prévention. 6 protocoles, je crois, si je ne me trompe pas, où voilà, ils ont des tâches très définies, particulières. Tandis que l'IPA, lui, voilà. Mais Azali a fait le choix, au tout début, depuis l'arrivée de la pratique avancée, parce que, en fait, il faut savoir qu'il y avait des infirmiers Azali qui ont passé le master et qui sont devenus IPA. Et donc, ils ont dû revoir leur modèle de fonctionnement et ils ont naturellement intégré des IPA. Oui, pour moi, Azali, c'est très axé justement sur le TP. Voilà, le TP, prévention. Des protocoles de coopération qui permettent de faire certaines tâches très précises. Très précis, Et en plus, après, c'est une solution pour le médecin de dire, j'oriente un patient pour qu'il soit accompagné sur le TP. Tout à fait. Tout à fait, oui. Et donc, mais naturellement, ils ont intégré des IPA qui fonctionnent comme les autres IPA, en fait, en général. Moi, je me demande, du coup, si on fait un petit bilan de manière globale sur le territoire. Donc, vous connaissez très bien le système de santé de Mayotte depuis longtemps. Et puis, vous êtes IPA depuis plus d'un an, oui, déjà. Comment est-ce que vous voyez l'intérêt de ce métier d'IPA pour Mayotte?
Est-ce que ça vous paraît adapté? Qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis c'est quoi les limites aussi de la fonction d'IPA par rapport aux besoins de la population de Mayotte en termes de santé? Bah, si on me demande en tant qu'IPA, je crois que je suis convaincu par mon métier. Tout naturellement, vous savez, à Mayotte, on a été, je pense que l'une des parties du territoire, on a été novateur dans ce domaine. Je fais partie des générations qui ont été soignées par des infirmiers à Mayotte, qui étaient salariés de l'hôpital et de la DAS, je crois, et qui nous ont soignés. Je pense que les jeunes de ma génération n'ont pas d'a priori sur ça. On nous a soignés, on est là. Et donc, malheureusement, donc, il faut revoir la copie. Donc, c'est-à-dire, je me dis que, après, c'était dans un contexte donné, ils étaient salariés aussi. Et donc, on a reculé. Maintenant, il y a la pratique avancée qui est là. Moi, je pense par rapport au contexte mahorais, les IPA ont toute leur place. Comme on a vu ces métiers qui s'adaptent, on m'avait posé cette question, comment j'imagine l'évolution et l'implantation de la pratique avancée à Mayotte. Moi, je dis que nous, il faut qu'on soit capable de s'asseoir et de réfléchir concrètement par rapport à notre mode d'organisation, par rapport à notre contexte. Concrètement, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Quelle place nous donnons à l'infirmier de pratique avancée? Je pense que ce travail étant fait, on verra largement que les IPA ont leur place, surtout que, comme je vous expliquais, ça peut être une porte d'entrée, mais après, par la suite, il va orienter. Je prends un exemple, on a les IPA en urgence. Nous avons un système d'urgence qui est hyper saturé. On pourrait imaginer des IPA dans des services d'urgence en médecine générale, mais bien sûr dans un cadre d'un travail coordonné en équipe, qui peuvent prendre un certain nombre de petites urgences, sachant qu'il y a un médecin qui peut aller intervenir à tout moment aussi, et désengorger l'hôpital. Donc tout dépend de ce que nous voulons, d'identifier nos problématiques et de voir comment nous pouvons améliorer les choses. Moi, de mon expérience là où je suis, depuis que je suis là, je pense qu'on peut demander au médecin, il n'est pas là, mais je pense que l'IPA a toute sa place, parce que, comme je disais, c'est un travail complémentaire. Et par exemple, les patients, ils peuvent se sentir en confiance avec l'IPA, ils transmettent un certain nombre d'informations qui vont être déterminantes sur la prise en charge. D'un coup, ça peut être vraiment le médecin. Vous voyez, donc en fait, on se complète et c'est notre regard, c'est un temps de consultation complémentaire. Vous voyez, donc qui permet de décharger, d'améliorer l'offre, parce que là, on améliore l'offre et l'accès aux patients. Donc je pense que ça a toute sa place. Parce que, de ce que vous avez dit aussi, c'est vrai qu'à Mayotte, bon, il y a des conseils qui travaillent de manière coordonnée, d'autres travaillent de manière isolée. Plus isolée, oui. Et donc, en étant un peu déconnecté du reste des autres professionnels. Et en fait, la manière dont vous avez décrit votre métier, en fait, vous nécessairement, en fait, est-ce que c'est pas un vecteur aussi pour favoriser l'exercice coordonné? Tout à fait, bien sûr. Parce que forcément, vous êtes, de ce que j'ai compris, vous êtes dans ce rôle de lien et de suivi des patients. Oui, tout à fait, parce que en fait, la compétence en matière de coordination aussi fait partie des compétences des IPA. Ils sont formés pour améliorer les parcours de santé, pour imaginer des parcours de santé, mais aussi pour amener de l'innovation. C'est-à-dire que, par exemple, ils doivent être capables d'analyser dans les systèmes où ils évoluent pour voir dans la recherche est-ce qu'il y a pas un modèle ou un outil qui pourrait améliorer le travail quotidien. Donc, non seulement on va fluidifier les parcours, par exemple, là, je vois mes collègues à Métropole, entre IPA, ils créent des ponts pour la relation ville-hôpital, par exemple. Donc, vous voyez, donc voilà. Donc c'est entre IPA, voilà, ouais, ils orientent et ça favorise les échanges et les relations entre ville et hôpital ou voire entre ville et ville, quoi. Quels sont vos liens justement avec les autres IPA à Mayotte? Dans quelle structure exercent-ils et voilà, oui, en fait, j'ai une collègue IPA qui est Azalée. On a les dispositifs Azalée dans le sud, Soumeya. Il y a moi qui est en libéral, je suis le seul d'ailleurs. Après, il y a mes collègues qui sont à l'hôpital, un dispensaire en particulier.
Et c'est vrai que nous, nous avons, on est dans des échanges de pratiques, d'informations et de pratiques. Et quelquefois, je pense que les collègues qui sont un peu plus dans le sud, parce que moi, j'ai pas d'IPA à Mamoudzou, entre eux, ils ont des échanges, ils peuvent s'orienter des patients, etc. Donc là, il y a des IPO au CHM. Au CHM, ici, non, mais au périphérique, dans le dispensaire Et périphérique. aux urgences, il n'y en a pas. Pour le moment, on n'a personne aux urgences. Dispensaire, du coup, Kahani, je crois, Kahani, Brahmadoudou, en Petit Air, je crois aussi. Voilà. Donc, ça. Et Mohamedou Banélé, je ne sais plus. Il y avait une collègue, je crois que c'est peut-être à Banélé, qui travaillait, qui est IPA en santé mentale. D'accord. Voilà, qui travaillait, je crois, à Banélé. Après, je ne sais pas s'il y a eu des évolutions ou pas, mais. Il y en a d'autres qui arrivent. Vous savez si Il y en a d'autres qui sont en formation. Je pense que l'ARS est mieux placée pour savoir. Ouais, d'accord. Oui, il y a d'autres personnes qui sont en formation. Par contre, il est important d'apporter des éléments importants ici que je souhaite quand même, quand vous me posez la question de l'évolution de la pratique avancée à Mayotte et de son contexte, moi je dis que les IPA amènent un accès aux soins. Qu'on avait dit déjà avec les consultations qui proposent, mais ils ont une particularité aussi, c'est une activité qui a une diversité de modes d'exercice. Et ça c'est important. C'est que la force aussi de la profession d'IPA, c'est qu'elle peut s'exercer dans divers domaines. Par exemple, là, moi, je suis avec des collègues IPA en cardiologie, et ils ont des contextes de travail divers et variés. Et ça, c'est incroyable. Vous avez des IPA qui sont hyper spécialisés, par exemple, dans le suivi des maladies insuffisance cardiaque. Vous avez des spécialisés dans les cas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un mode d'exercice assez varié. Et ça, je pense que ça ne peut être qu'une richesse pour l'offre de soins. Ils améliorent l'offre de soins aussi parce qu'ils mettent en place des actions de prévention et d'éducation. Il y a une coordination de parcours, on en a parlé. Mais les IPA ont aussi une compétence de gestion de situations complexes. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais ça fait partie de leur compétence. C'est-à-dire que de gérer à la fois un patient qui va avoir des problèmes, par exemple, un peu psychiatriques, avec une diabète, enfin, ouais. Ouais, la polypathologie. Voilà, la polypathologie. Avec aussi des dimensions sociales. Sociale, Parce que ouais. c'est Voilà, une dimension sociale. Après, c'est vrai que je vous assure que je pense que vous êtes bien placé en tant que coordonnateur un peu en soins primaires, vous êtes bien placé que le contexte moral n'est pas facile. D'identifier les acteurs, le rôle de chacun et surtout d'avoir des acteurs. C'est pas évident. Donc on essaie au quotidien avec vraiment un impliquant tout le monde pour amorcer, pour vraiment garantir le parcours de soins. Les IPA optimisent du temps médical aussi. C'est que permet de décharger le médecin un peu en partie et, comme je disais tout à l'heure, de faciliter les relations un peu ville-hôpital qui sont pas faciles et en particulier à Mayotte. C'est sûr. Voilà. Donc, ils sont vecteurs, mais ils sont vecteurs aussi d'innovation. Que ce soit par exemple implanter les réunions pluripro en médecine générale, comme vous le disiez, souvent les médecins ont l'habitude de travailler seuls, ils n'ont pas forcément cette habitude d'exercice coordonné. Il y en a qui se sont lancés, il y en a qui donc qui sont vecteurs d'innovation. C'est vraiment un vecteur de promotion de l'exercice coordonné. De modèles de travail ou même implantation d'outils. Et ça, c'est fondamental. Il faut savoir que c'est des gens aussi qui ont une compétence en matière de recherche. Donc, les IPA peuvent participer à des travaux de recherche ou mettre en place des travaux de recherche. Et là, par contre, comme on sait que la recherche se fait à l'équipe, ça implique qu'au niveau de l'ARS, par exemple, ils mettent en place structure de recherche, mais les IPA peuvent apporter en matière de recherche ou d'implantation de données de recherche. Nous, on n'a pas l'habitude, mais dans le monde anglo-saxon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits par des infirmiers en pratique avancée et des infirmiers tout court qui sont docteurs en soins infirmiers qui sont publiés dans des revues de renommée, que ce soit PubMed, etc. Et malheureusement, ces données-là, nous ne les avons pas, nous n'en profitons pas. Et les IPA sont formés pour amener
l'application de la recherche et de l'application de la pratique, en fait. Là, c'est une question de maturité, ce que vous disiez Voilà. tout à l'heure, c'est que en France, c'est tout nouveau. Voilà. Dans les territoires où c'est en œuvre depuis longtemps, bah, petit à petit, on va là, et peut-être aussi à d'autres personnes. Je crois qu'il y a une revue des infirmières en pratique avancée. Oui, elle existe en France. Oui, en France, elle est mise en place. Les infirmières de recherche. Oui, il y a même un collectif d'infirmiers en pratique avancée, chercheurs ou doctorants, etc., qui se met déjà en place. Il y a même... C'est faire de la recherche. À partir du moment où il y a de la clinique et des patients, on fait de la recherche. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même, on va dire en France, hein, c'est nouveau, on va dire, d'avoir des infirmiers qui sont formés pour implanter beaucoup plus. Et la recherche, elle est en anglais, et donc ça demande vraiment un gros travail. Hein. C'est pas tout le monde qui malheureusement a accès à ces données-là qui sont assez importantes. Moi, je vois par exemple, pas forcément des IPA, mais on a des infirmiers qui font de la recherche et selon les contextes qu'ils vivent dans leurs soins, qui sont capables d'aller consulter les données dans la recherche et qui amènent des réponses à des situations qui peuvent poser des sérieux problèmes dans les organisations de santé. Et ça, c'est louable. Et en France, on compte en partie aussi sur les IPA pour faire monter un peu en compétence à ce niveau-là. Okay. Peut-être pour finir, j'aurais voulu aussi, parce que là on a tiré un peu le bilan de l'IPA sur le territoire, mais peut-être d'un point de vue plus personnel, parce qu'on est parti de qu'est-ce qui vous a amené sur le lien IPA. Est-ce que par rapport à ce que vous souhaitiez, vos attentes, est-ce que ça correspond, comment vous vous sentez en tant qu'IPA, libéral à Mayotte? Oui, ça correspond en partie à ce que je m'attendais. Il est important de mettre en relief des informations. Moi, quand je suis arrivé ici en 2019, j'étais encore étudiant. Je faisais un peu de lobbying, je suis allé un peu partout. J'ai rencontré des médecins généralistes à l'époque. Je suis allé à l'ARS, rencontrer un peu les institutionnels, enfin, de commencer un peu à parler, à faire du bruit, que savoir que il y a des gens qui sont en train de faire cette formation, qui serait souhaitable de réfléchir un peu pour faciliter l'implantation de ce métier. La chose qui est ressortie sans appel, bon nombre de médecins, malheureusement à Mayotte, des généralistes, ne souhaitent pas travailler avec des infirmiers en pratique avancée. Et ça, c'est important de le dire. Il y a quelques médecins qui sont favorables, et je les remercie d'ailleurs. Je pense que les médecins qui sont convaincus. Après, il est important de signaler que quand on a un diplôme et qu'on commence à travailler, on est novice. Je pense que même les médecins le vivent, quelle que soit la profession, c'est qu'on est novice. Les IPA vont pas révolutionner le système de santé d'un coup. Mais je pense que c'est au fur des années, ils vont monter en compétence parce qu'il faut un temps aussi d'adaptation. Sur le terrain, on est novice et à travers les exercices de la formation, on monte en compétence pour devenir expert dans le domaine. Donc, je pense que c'est quelque chose qui arrivera. Donc, il faut rassurer les gens. Et à ce niveau-là, je pense que les IPA, oui, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur montée en compétences. Par la formation, par le soutien. L'adaptation. Sur le terrain, on est novice et à travers les exercices de la formation, on monte en compétence pour devenir expert dans le domaine. Donc, je pense que c'est quelque chose qui arrivera. Donc, il faut rassurer les gens. Et à ce niveau-là, je pense que les IPA, oui, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur montée en compétence, par la formation, par le soutien, par les médecins qui sont voués à les accompagner. C'est assez important. Et finalement, d'être intégré, du coup, d'être intégré. Parce que ce sont des métiers qui demandent un temps d'exercice aussi. Comme on dit, c'est un peu des métiers un peu artisanaux. C'est l'expérience aussi qui va forger les compétences du professionnel. Et les experts, oui, ont besoin d'être accompagnés dans la formation. Et du coup, il y a des offres de formation continue. On n'a pas de la formation initiale, mais est-ce qu'il y a des offres pour permettre aux IPA de continuer à se former? Au niveau national, c'est en train d'arriver. Donc, c'est pas quelque chose qui existait, c'est normal, c'est nouveau. Mais moi, si vous me demandez mon souhait, et que je fais toujours la demande, que ce soit à l'ARS et aux autres, de pouvoir organiser sur le territoire des formations pour accompagner la montée en puissance des IPA. Ça, c'est important. Parce qu'on a besoin quand même de continuer la formation. Après, moi, je dis que
Actuellement, nous avons des hôpitaux, des ARS, qui ont fait le choix d'accompagner les structures qui prennent la décision non seulement de recevoir des étudiants, parce que je crois qu'il y a un parti de méconnaissance aussi. Donc les stages, c'est l'occasion aussi de faire connaissance à travers cette profession. Donc ils accompagnent les structures, en tout cas sur le primaire, sur les MSP ou autres, qui font le choix de recevoir des IPA. Ils accompagnent financièrement. Il y a un accompagnement aussi soit du professionnel ou des structures qui acceptent d'intégrer des IPA dans leur mode d'exercice. Et ça aussi, quelque part, pour motiver un peu les organisations de donner un peu de place aux IPA, et je pense que c'est fondamental. Parce que si on fait le calcul, moi j'ai vu globalement, il faut en moyenne une file active de patients, si on prend les obligations de facturation de 4 annuelles, on est à peu près entre 500 et 600 patientèles qu'il faudrait suivre pour avoir une existence viable. Rentable. Rentable et viable, Oui. c'est-à-dire que c'est un modèle économique viable. Actuellement, c'est par exemple, je parle de mon cas, moi je suis en train d'arriver tout doucement, mais ça veut dire qu'il y a quand même besoin de... C'est ça. Donc c'est important de sensibiliser les médecins du rôle de IPA, de mieux faire connaître le métier. Il faut communiquer, je pense que l'ARS devrait accompagner la communication de la profession auprès du grand public, mais aussi auprès des autres professionnels, de motiver les organisations à recevoir des IPA. Moi je dis aussi, on pourrait même imaginer un plan qui soit réfléchi pour l'implantation de ce métier, soit en libéral et même à l'hôpital. Vous savez, par exemple, il y a des pays, je prends par exemple la Suisse, nous, l'avantage que j'ai eu moi à Rennes, c'est que c'était une formation qui était aussi internationale, c'est-à-dire qu'on a accès à tout le savoir-faire international qui se fait dans le domaine. On a eu des spécialistes qui sont venus, qu'on a eu par visio aussi. Et je prends le cas de la Suisse, ils ont fait le choix, par exemple, d'un certain nombre de CHU, de former des cadres supérieurs au métier d'IPA afin qu'ils comprennent les enjeux qui se jouent. Et c'est par la suite eux qui ont monté des projets au sein des organisations hospitalières pour impulser l'implantation de la pratique avancée. C'est là que je dis que si à l'hôpital on n'a pas de projet, on ne réfléchit pas sur comment on pourrait donner place aux IPA pour améliorer le système de santé à l'hôpital, ça ne marchera pas. On ne pourra pas avoir des stages, des lieux de stage favorables. Donc, développer la profession, c'est-à-dire qu'il faut des places de stage pour former, mais en même temps, donner des places pour pouvoir recevoir des professionnels et les accompagner. Donc je pense que si ça se fait ici, je pense que c'est ça aussi qui donnera de l'élan à la profession. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait maintenant il faudrait réfléchir le système de santé avec ce que peut contribuer, la contribution que peut apporter les IPA. Et ça sera favorable, comme on disait, l'exercice coordonné, favorable au suivi des patients chroniques, favorable au lien hôpital et favorable à l'accès aux soins, qui est quand même un enjeu majeur. Bon, en tout cas, j'espère que cet échange permettra de faire mieux connaître le métier d'IPA aux autres acteurs de l'offre de soins et contribuer à... J'ai entendu votre attente, et qu'il y a un enjeu de mieux faire connaître le métier, de trouver des terrains de stage, peut-être aussi de convaincre des professionnels à s'engager sur cette voie, parce que c'est quand même contraignant, parce qu'il faut avoir déjà travaillé 3 ans et après il faut s'engager sur de nouvelles... Mais pas que, c'est vrai que le volet formation, c'est vrai qu'on l'a effleuré un petit peu, mais c'était une formation quand même qui était hyper difficile. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on a l'habitude d'être professionnel de terrain, pendant un certain nombre d'années, de revenir en bas de l'école, d'avoir de la posture d'étudiant, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en plus, dans un laps de temps court où on te demande de t'imprégner, d'aller très vite. Moi, je me souviens à Rennes, où on a commencé avec des unités d'enseignement transversales, avec d'autres masters de santé publique ou d'autres masters tout court dans la santé, que ce soit la santé publique et autres. Donc, ça, c'est des choses qui interrogent. Où là, ça demande d'aller chercher beaucoup plus loin, et en dehors de la motivation. Quand on vient de Mayotte, il y a temps d'adaptation. Parce qu'on arrive en métropole, il faut se galer, il faut s'installer. Il y a aussi la partie perte financière. Quand on est fonctionnaire, ou même quand on est libéral, on part en formation, on paie. Là, je salue l'ARS qui a pris l'initiative d'accompagner les infirmiers libéraux à Mayotte, leur montée de compétences, en les attribuant certaines subventions, mais ça n'existait pas là. Donc, du coup, cette contrainte financière n'était pas facile. Donc, avec un rythme universitaire soutenu avec des exigences de haut niveau,
c'était pas évident du tout. Et donc, il a fallu m'accrocher, mais aussi, moi je dis, Anthony, on a une vie de famille aussi. Moi je dis, ce diplôme, c'est quelque part, je le laisse les enfants. Et ma femme, c'est aussi leur diplôme, parce que je pense que si je n'étais pas engagé dans cette formation, je pense que je n'aurais pas m'en sortir. Donc voilà, c'est un challenge. Mais après, moi, c'était au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai vécu les événements au jour le jour et je suis allé au bout. Et c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir aller au bout. C'est pas évident, c'est pas donné. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de justement partager votre métier dans cette réunion. J'espère vraiment que, avec ce que vous avez dit, va convaincre les autres acteurs du système de santé, les médecins notamment, de l'intérêt de pouvoir s'appuyer sur un métier comme le vôtre pour s'assurer du meilleur suivi des patients, faire le lien avec l'hôpital, d'apporter des garanties que vous apportez. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Merci, écoute, c'est moi qui vous remercie. De votre présence, de m'avoir donné la possibilité de parler de cette façon dont je suis assez plus que convaincu. Voilà. Ok. Merci. Merci.